Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre présentation qui porte sur les amplificateurs utilisant des transistors bipolaires. Ce sont habituellement des amplificateurs dédiés aux faibles signaux, par exemple les signaux audio. Commençons notre présentation. Tout d'abord, faisons un bref retour sur les principes généraux. Il est important de séparer l'analyse des amplificateurs en deux étapes distinctes. Tout d'abord, il faut analyser la polarisation CC, telle que nous avons vu la semaine passée dans les différents types de polarisation d'un transistor. Nous devrions être en mesure de trouver le courant IE pour la majorité des types de polarisation. Lors de l'analyse en CC, il faut garder en tête que les condensateurs de couplage et de dérivation sont considérés comme des circuits ouverts. Lorsque nous avons trouvé le courant IE, nous pouvons procéder à l'analyse du signal AC. En AC, il est important de procéder à quelques étapes. Tout d'abord, toutes les sources CC doivent être considérées maintenant comme des courts-circuits vers la masse. De même, nos condensateurs de couplage et de dérivation doivent aussi être considérés comme des courts-circuits pour le courant AC. Il y a un petit élément important lorsqu'on analyse le signal AC, c'est d'ajouter la résistance entre la base et l'émetteur du transistor qui n'est présente qu'en analyse AC. C'est une résistance, on pourrait dire un peu parasite, qu'on appelle la résistance R'(E) et qui se retrouve entre la base et l'émetteur de notre transistor. Avec ces principes en tête, continuons notre analyse. Si on fait un bref retour sur le principe de l'amplification, il faut garder en tête que c'est une superposition de deux tensions qui va traverser notre transistor. Tout d'abord, nous avons la polarisation CC avec une certaine tension à la base de notre transistor et par-dessus cette tension CC, il y aura le signal AC, probablement le signal audio, que nous allons superposer à cette tension. On peut donc dire que ce qu'on injecte à la base du transistor, c'est bel et bien une tension AC avec un offset DC qui correspond à la polarisation. Faisons un retour sur nos condensateurs de couplage et de dérivation. Tout d'abord, nous savons que ces condensateurs bloquent la tension et le courant CC. Ce qui veut dire que, du point de vue CC, les condensateurs de couplage, ici à l'entrée du circuit et à la sortie du circuit, vont bloquer la tension CC de polarisation. De même pour le condensateur de dérivation, en CC, il ne laissera pas passer de courant. Alors qu'en AC, lorsque nous injectons le signal AC, celui-ci va traverser sans problème le condensateur de couplage à l'entrée, de même que le condensateur de couplage à la sortie, et il est important de voir que le signal AC va pouvoir contourner la résistance à l'émetteur par le condensateur de dérivation. Gardons en tête que la tension CC présente à la sortie ne sera donc plus présente de l'autre côté. Nous allons avoir uniquement le signal AC et non le offset DC présent à la sortie. Nous allons voir aujourd'hui 4 types d'amplificateurs. Il est important d'être capable de les reconnaître
d'un simple coup d'œil et de les identifier par leurs caractéristiques principales. Débutons avec l'amplificateur à émetteur commun. Nous reconnaissons ce type d'amplificateur par un condensateur de dérivation entre l'émetteur et le commun. Pour le signal AC, on peut donc dire que l'émetteur est envoyé directement au commun, le condensateur étant considéré un court-circuit pour le AC. Ce type d'amplificateur est caractérisé par une inversion de phase, ce qui veut dire que le signal présent à l'entrée sera inversé à la sortie. La raison pour cela est bien simple, c'est tout simplement que la sortie est ici branchée au collecteur. Si on y réfléchit, plus le courant augmente dans mon transistor entre la base et l'émetteur, plus le courant augmente, parce que ma forme d'onde ici augmente, plus le courant augmente, plus il y a un grand courant entre le collecteur et l'émetteur. Plus il y a un grand courant dans la résistance de collecteur, plus la chute de tension augmente. Il reste donc moins de tension après la résistance du collecteur. Comme notre sortie est branchée directement ici, nous voyons l'effet inversion. Plus le courant augmente, plus la tension ici diminue, car il y a une plus grande chute de tension. Nous avons donc un effet d'inversion entre notre entrée et notre sortie. C'est la caractéristique des amplificateurs dont la sortie est au collecteur. En deuxième type, nous avons une variation de l'amplificateur à émetteur commun. C'est l'amplificateur à émetteur commun stabilisé. La distinction est de voir ici que le condensateur de dérivation est maintenant branché entre deux résistances à l'émetteur. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une certaine résistance qui est vue par le AC, mais la seconde partie de la résistance est dérivée vers la masse. Nous allons voir, cela permet d'atténuer l'imprécision causée par le R'E et le β-Ca. La résistance ici fait donc office de stabilisation. Comme nous avons toujours une sortie au collecteur, elle sera elle aussi inversée par rapport à son entrée. En troisième lieu, nous retrouvons l'amplificateur à collecteur commun, aussi appelé émetteur-suiveur. Cette fois-ci, la sortie est directement à l'émetteur, ce qui fait que nous n'aurons pas d'inversion de phase. Plus le courant augmente, plus la chute de tension ici augmente. Comme nous prenons notre sortie avant la résistance ici d'émetteur, notre sortie, la tension de sortie va augmenter aussi, proportionnellement à la tension d'entrée. Nous n'avons donc pas d'inversion de phase, comme la sortie est à l'émetteur. Nous l'appelons collecteur commun, étant donné que vous pouvez voir la branche du collecteur qui est branchée directement à la source CC. Et je vous rappelle que, d'un point de vue analyse AC, les sources CC sont considérées comme des mises à la masse. C'est une façon donc de se rappeler le branchement collecteur commun. Ce type d'amplificateur est très important car il constitue habituellement l'étage de sortie de nos amplificateurs. C'est l'étage que nous voulons envoyer vers une charge, vers probablement un haut-parleur ou quelque chose comme ça. C'est un des meilleurs étages pour la sortie. Alors que nos autres étages ici sont plus utilisés comme amplification de tension, les étages du milieu.
Terminons avec un type d'amplificateur qui est moins fréquent, mais très utilisé lorsque nous travaillons en haute fréquence. C'est l'amplificateur à base commune. Il est facile de le détecter, étant donné que cette fois-ci, le signal d'entrée ne vient pas à la base, mais la base est placée au commun. Le signal d'entrée est injecté directement à l'émetteur. C'est un branchement un peu différent, mais qui permet d'utiliser des signaux à très haute fréquence, étant donné que, comme nous allons voir, la résistance d'entrée de ce type d'amplificateur est plus faible. Même si la sortie est au collecteur, elle sera en phase avec le signal, étant donné que notre entrée, cette fois-ci, est à l'émetteur et non à la base. Il est donc important de reconnaître d'un simple coup d'œil ces 4 types d'amplificateurs en regardant leur montage. Analysons plus en détail chacun de ces types d'amplificateurs. Avant tout, il faut se rappeler un élément qui est commun à tous les amplificateurs pour leur analyse en signal AC. C'est l'ajout de la petite résistance un peu parasite, non volontaire, qu'on retrouve entre la base et l'émetteur du transistor. C'est la résistance R'(E). Pour déterminer cette résistance, il faut connaître le courant IE qui circule entre notre collecteur et notre émetteur. Ce courant IE est déterminé lors de la polarisation CC. C'est donc pourquoi il faut toujours débuter par l'analyse de la polarisation CC pour déterminer le courant IE et ensuite appliquer notre formule 25 mV divisé par IE qui nous donne la résistance R'. Nous voyons bien ici une tension divisée par un courant qui nous donne la résistance R'. Cette formule est commune à tous les amplificateurs et elle sera toujours vraie pour notre cours. Commençons avec l'amplificateur à émetteur commun. Et tel que nous avons dit, nous devons débuter par l'analyse CC. Si on voit ici un schéma d'un émetteur commun complet, avec le signal d'entrée, condensateur de couplage, signal de sortie, après un autre condensateur de couplage, et un condensateur de dérivation. Pour l'analyse CC, il faut se rappeler que les condensateurs sont considérés comme des circuits ouverts. Nous pouvons donc, si nécessaire, redessiner notre circuit sans considérer ces condensateurs. Nous voyons donc ici, après avoir redessiné le circuit, une simple polarisation par diviseur de tension. C'est la polarisation que nous allons utiliser pour toute notre analyse. Avec cette polarisation par diviseur de tension, vous devriez être en mesure de trouver le courant IE assez facilement. Lorsque le courant IE est trouvé, nous pouvons débuter notre analyse AC, comme nous connaissons maintenant avec la formule 25 mV divisé par IE, la petite résistance R' qui se cache entre la base et l'émetteur. Si nous continuons maintenant avec notre analyse AC, reprenons le même circuit, nous pouvons procéder en 2 façons distinctes. La première façon, qui est conseillée dans la majorité des manuels d'études, est de redessiner le circuit équivalent en AC. Je ne vous le conseille pas toujours, ça peut être plus mélangeant qu'autre chose, mais si c'est nécessaire pour vous et que ça vous permet de mieux visualiser le circuit, allons-y comme ça. Je vais donc un peu vous montrer les 2 méthodes. Tout d'abord, si on commence
par la résistance vue de l'entrée. Il est toujours important quand on analyse en AC de se mettre à la place de la tension d'entrée, ici du signal d'entrée, si on veut voir la résistance d'entrée. Rappelons-nous que les condensateurs sont considérés comme des courts-circuits, que les sources CC sont considérées comme des mises à la masse, et nous pouvons donc redessiner notre circuit en conséquence. On voit bien ici qu'on redessine en omettant le condensateur C1, la résistance R1 qui se dirige vers la masse maintenant est donc en parallèle avec la résistance R2, c'est ce que nous voyons ici, suivi ici de la résistance d'entrée de notre transistor, et de l'autre côté, comme il y a un condensateur de dérivation qui se dirige vers la masse, nous contournons complètement la résistance RE et d'un point de vue AC, c'est donc un court-circuit direct. De l'autre côté, au collecteur, nous voyons la résistance ARC qui se dirige vers la masse, en parallèle avec la résistance ARL qui se dirige aussi vers la masse. Nous voyons donc qu'on peut redessiner le circuit en omettant le condensateur C3 qui devient un court-circuit, et nous avons bien ARC en parallèle avec ARL. Regardons maintenant nos résistances d'entrée. Si je me mets à la place du signal d'entrée, je vois bien ici que j'ai la résistance AR1 en parallèle avec la résistance AR2, en parallèle avec toute la résistance d'entrée de la base et ensuite vers la masse. La résistance d'entrée de la base nécessite de connaître le R'. Mais si vous vous rappelez, je disais que quand on regarde de ce côté-ci, à partir de la base du transistor, tout ce qu'il retrouve de l'autre côté est BCA fois plus grand. Il faut inclure le facteur BCA et, vu de la tension d'entrée, ce n'est pas seulement le R' que nous voyons, mais c'est bien BCA fois R'. La résistance d'entrée de la base est donc égale à BCA fois R'. Et c'est la résistance vue de la base pour se rendre de l'autre côté ici à l'émetteur et donc à la masse. Au total, ma résistance d'entrée totale est donc de R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec BCA R'. C'est ce que nous avons comme résistance d'entrée totale. De l'autre côté, vu de la sortie, si je me place ici à la sortie et que je regarde vers l'intérieur, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois la résistance ARC qui se dirige vers ma masse fictive ici, et en parallèle, j'ai toute la résistance du transistor qui est considérée très élevée. On peut donc dire que nous avons ARC en parallèle avec quelque chose de très grand, ce qui nous donne approximativement ARC tout court. La résistance de sortie, si je me mets ici et que je regarde vers l'intérieur, est donc approximative à ARC. Pour ce qui est de mon gain, maintenant, il faut faire attention de distinguer le gain sans charge, donc sans la résistance ARL, et le gain avec charge. Sans charge, nous devons considérer la résistance ARC divisée par la résistance R'. Je dis souvent que c'est les résistances qu'on retrouve au collecteur
sur les résistances qu'on retrouve à l'émetteur, mais comme nous avons un condensateur de dérivation, nous ne considérons que le R'. Donc, sans charge, nous avons RC sur R'. Quand nous avons une charge, faites attention, le gain va diminuer. C'est toujours plus difficile pour un amplificateur avec une charge. Nous devons considérer pas uniquement RC, mais RC en parallèle avec ARL cette fois-ci, comme nous avons redessiné ici. Nous avons donc ARC en parallèle avec ARL, qui considère l'ensemble des résistances au collecteur, divisé par, encore une fois, la résistance R'. Ce qui nous donne notre formule ici du gain en charge. Ce sont donc les formules importantes à se remémorer pour être capable de faire l'ensemble de l'analyse d'un émetteur commun. Nous allons immédiatement faire un exemple pour nous assurer de notre compréhension. Si vous avez bien compris, vous devriez être en mesure, avec les informations qui sont présentes sur ce schéma, de trouver les informations suivantes. La résistance d'entrée totale, la résistance de sortie et le gain avec charge. Toujours intéressant aussi de regarder le gain sans charge et ensuite l'effet du gain avec charge. Je vais vous guider un peu en vous donnant un résumé des quelques étapes pour faire ces calculs, mais vous devriez être en mesure par la suite de le réaliser vous-même et je vous encourage à partager encore une fois vos réponses sur le canal Teams. Si on résume donc les étapes, débutons par l'analyse en CC. Il vous faut trouver la tension à la base, ici, par le diviseur de tension. Quelle est la tension à la base? 20 volts, combien dans la 1K par rapport à l'ensemble? Vous devez ensuite soustraire 0,7 volts, donc la jonction ici base émetteur, ce qui vous donne la tension à la résistance RE et vous permet de calculer le courant IE. Quand vous avez trouvé le courant IE, cela nous permet de déterminer la résistance R' avec 25 mV divisé par IE et nous avons alors terminé notre analyse en CC. Nous pouvons ensuite débuter les étapes d'analyse AC. Pour l'analyse AC, débutons par calculer la résistance d'entrée de base, maintenant que nous connaissons le R' et que nous avons le facteur BCA. Ensuite, nous pouvons calculer la résistance d'entrée totale. La résistance d'entrée totale avec la R1 en parallèle avec la R2 en parallèle avec la résistance d'entrée de base BCA fois R'. Nous pouvons aussi déduire facilement la résistance de sortie. La résistance de sortie vue par la sortie qui est habituellement égale à RC. Nous pouvons ensuite calculer le gain sans charge en considérant uniquement RC sur R', et le gain avec charge, soit RC en parallèle avec la charge, encore une fois divisé par R'. Prenez le temps de bien faire ce calcul, de comparer vos réponses avec vos camarades et de poser toutes les questions nécessaires si besoin. Si on fait donc un petit résumé de ce qu'on vient de voir, un amplificateur de ce type émetteur commun
est habituellement utilisé comme un amplificateur de tension, avec un gain assez élevé. Un gain élevé qui, malheureusement, n'est pas très stable. Donc, on n'a pas une très bonne stabilité de ce gain, mais il est habituellement très élevé. On reconnaît l'entrée à la base, la sortie au collecteur, laquelle sera inversée par rapport à l'entrée, et l'émetteur ici, pour le signal AC, est envoyé à la masse par le condensateur de dérivation. Continuons avec une variante de l'émetteur commun, cette fois-ci avec une résistance de stabilisation. C'est la résistance que nous voyons ici, RE1. Nous avons donc divisé la résistance RE en deux sections, la RE1 et la RE2. Mon condensateur de dérivation se retrouve entre les deux résistances. Pour notre calcul CC, il n'y a aucune différence, sauf qu'il faut garder en tête que la résistance RE totale est bien l'addition des deux résistances, car en CC, le condensateur, n'oubliez pas, est considéré ouvert. Donc, il faut retirer le condensateur de notre schéma. Et nous avons simplement ce circuit à diviseur de tension qui vous permettra de calculer le courant IE qui traverse l'ensemble des deux résistances ici. C'est donc la seule distinction à faire pour l'instant. Encore une fois, quand vous avez le courant IE, nous sommes en mesure de calculer la résistance R'E. Nous pouvons alors continuer avec l'analyse AC. Pour l'analyse AC, le principe est assez semblable. Si on suit un petit peu les chemins des courants, on va voir les quelques distinctions à garder en tête. Vous pouvez redessiner le circuit dans sa configuration AC en remplaçant les sources par des courts-circuits et en remplaçant tous les condensateurs par des courts-circuits aussi. Si on procède à notre analyse, tout d'abord, par rapport à la résistance ici d'entrée de base. Initialement, nous avions BCA fois R'E. Donc, il y avait le petit R'E qui est ici. Vu de l'entrée, il est BCA fois plus grand. Donc, BCA fois R'E. Mais cette fois-ci, nous avons en série la résistance RE1, étant donné que le condensateur de dérivation se branche après la RE1. Ce n'est donc pas juste R'E que nous avons, mais bien R'E plus RE1. Tout ça, évidemment, multiplié par BCA. Donc, au lieu de BCA R'E, nous avons BCA fois l'addition de R'E et RE1. Un coup que nous avons la résistance d'entrée de base, la résistance d'entrée totale est la même formule. R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec ma résistance d'entrée de base. Pour ma résistance de sortie, c'est la même chose. Vu de la sortie vers l'intérieur, je vois RC en parallèle avec virtuellement l'infini, donc RC. Ma résistance de sortie est uniquement égale à RC. Pour ce qui est du gain, c'est là que nous allons voir l'avantage d'un émetteur commun stabilisé. Habituellement, nous avions RC sur R'E. Cette fois-ci, la vraie formule inclut RE1. Donc, nous aurions RC sur R'E et RE1. Mais l'objectif de l'émetteur commun stabilisé est que la résistance RE1 soit beaucoup plus grande
que la résistance R'(E), ce qui rend R'(E) négligeable. Nous avons donc ici, dans la formule que je vous demande de vous remémorer, omis la résistance R'(E) pour ne considérer que la RE1. Notre gain est donc beaucoup plus stable, car R1 n'est pas variable, alors que R'(E), lui, est variable selon le courant. Notre formule pour le gain sans charge est donc RC sur R1. Alors que si nous appliquons une charge, le gain va diminuer, assurément, et nous aurons RC en parallèle avec RL, donc RC en parallèle avec la charge RL, telle que nous voyons redessinée ici, divisé par R1. C'est donc les petites différences avec l'émetteur commun stabilisé. Gardez en tête que nous avons la résistance R1 à considérer et que celle-ci permet de négliger, lors du calcul du gain, la petite résistance R'(E). Avec ces deux distinctions en tête, vous devriez être en mesure de refaire un autre exemple, celui-ci, avec les petites distinctions que nous venons d'étudier. Encore une fois, je vous encourage à faire pause aux vidéos, à bien faire l'exercice de votre côté et à comparer vos réponses sur le canal Teams avec vos camarades. Une fois ceci terminé, faisons un petit résumé de notre émetteur commun stabilisé. Nous voyons qu'il est encore utilisé comme étage d'amplification de tension. Mais cette fois-ci, le gain est un peu plus bas, mais en échange, il est beaucoup plus stable. Nous ne considérons plus juste la résistance R', mais bien la résistance R1 ici. Comme elle est plus grande, le gain va obligatoirement diminuer, mais il sera beaucoup plus stable. C'est donc un avantage et un inconvénient selon notre besoin. Continuons avec notre amplificateur à collecteur commun. Je rappelle que cet amplificateur, on va le voir fréquemment dans des étages de sortie, car il permet un bon courant à la charge. Tout d'abord, regardons notre branchement ici, complet de l'amplificateur, et nous pouvons déduire son analyse CC. Nous avons encore un diviseur de tension, ici, la même chute de 0.7, et nous allons donc pouvoir trouver le courant IE dans la résistance RE. Il n'y a donc pas beaucoup de différence pour l'analyse CC, même si nous n'avons pas de résistance au collecteur. Une fois le courant IE déterminé, nous pouvons continuer avec notre analyse AC. Pour ce qui est du collecteur commun, nos calculs vont être plus modestes. Je vous mets quand même ici en gris les formules qui pourraient être utiles lors d'une analyse plus en détail, mais dans le cadre de notre cours, nous n'allons pas procéder à ces calculs nécessairement. Je vous encourage donc à vous remémorer ce que je mets en jaune ici, le plus important, le gain de ce type d'amplificateur qui est, en tension, un gain environ égal à 1. En fin de compte, ce n'est pas un étage qui est utilisé pour amplifier la tension de notre signal, mais bien pour fournir un gros courant à notre charge. Vous voyez que le courant peut circuler directement dans mon transistor vers ma charge. C'est donc un amplificateur
dont l'objectif est d'envoyer beaucoup de courant à la charge. C'est un excellent dernier étage ou étage de sortie. Si on regarde un peu quand même les formules, nous voyons si on fait le dessin AC, sans trop rentrer dans les détails, que la résistance d'entrée de base considère le R', mais maintenant le RE en parallèle avec RL. Et tout cela est bien évidemment multiplié par BCA, car c'est, vu de l'entrée, BCA fois plus grand. Ça nous donne donc la formule ici. La résistance d'entrée totale est toujours R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec la résistance d'entrée de base. Mais faites attention pour ce qui est de la résistance de sortie. Vu dans les yeux ici de la sortie, eh bien, on voit quoi? On voit RE, bien évidemment, mais RE en parallèle avec tout ce qu'il y a de l'autre côté. Et de l'autre côté, quand on regarde de l'autre côté, tout ce qu'on voit est BCA fois plus petit, alors que de l'autre sens, tout était BCA fois plus grand. En regardant de l'autre côté, nous verrions donc R1 en parallèle avec R2, en parallèle avec même la résistance de source. Et comme la résistance de source est habituellement aux alentours de 50 ohms, elle est la plus faible de toutes les résistances, et nous pouvons donc estimer que c'est uniquement la résistance de source divisée par BCA que nous retrouvons en parallèle avec RE. C'est donc une explication rapide du collecteur commun, mais comme je vous dis, ce ne sont pas des calculs qui sont dans le cadre de notre cours. Ce qui est important de se remémorer, c'est que le gain en tension est environ égal à 1. En vrai, nous aurions comme gain de tension la résistance RE divisée par R' plus RE, ce qui donne approximativement RE sur RE, donc approximativement 1. Nous avons donc un gain environ de 1 pour ce qui est du gain en tension. Si on résume donc ce qu'on vient de dire, rappelons-nous qu'un collecteur commun avec la sortie à l'émetteur est utilisé comme un étage de sortie pour donner un gros courant. Ce n'est pas un étage de gain en tension. Le gain en tension est donc environ égal à 1. La résistance de sortie est très faible, ce qui est important pour envoyer dans une charge. Donc, si on a un haut-parleur, peut-être 8 ohms pour le haut-parleur, il faut de préférence une résistance de sortie qui s'approche, elle aussi, de 8 ohms. C'est une des caractéristiques encore du collecteur commun. La résistance de sortie est faible. Notre entrée est encore à la base, ici. La sortie à l'émetteur n'est donc pas inversée. Et on reconnaît le terme collecteur commun, car pour la tension, pour le signal AC, le collecteur est envoyé à la masse virtuelle ici. Terminons avec un dernier type d'amplificateur, un type qui est plus rarement employé, mais que vous allez voir dans des applications à très haute fréquence. C'est en fin de compte un type d'amplificateur avec une résistance d'entrée très faible qui permet d'éliminer les parasites à très haute fréquence. Tout d'abord, rappelons-nous que pour distinguer l'amplificateur à base commune, nous voyons tout simplement la base ici branchée au commun, alors que notre entrée de signal est à l'émetteur ici.
La sortie est toujours au collecteur avec une charge ici RL. Pour ce qui est de notre analyse CC, rappelons-nous, en CC, on peut redessiner le circuit, enlever les condensateurs qui sont maintenant des circuits ouverts, donc on enlève ces bornes, et on se retrouve donc avec un circuit DC, tout ce qu'il y a de plus simple, par diviseur de tension, encore une fois. Nous pouvons donc, sans problème, calculer notre courant IE comme nous faisons depuis le début. Une fois le courant IE trouvé, nous pouvons continuer notre analyse. Encore une fois, pour ce type d'amplificateur, nous n'allons pas rentrer dans les calculs très détaillés. Mais nous allons regarder quelques éléments distincts. Tout d'abord, pour ce qui est de la résistance de sortie, vue par le signal de sortie ici, je regarde vers l'intérieur, je vois encore RC en parallèle avec presque l'infini, comme le transistor est presque l'infini. Je vois donc environ RC encore une fois. Ça ne change donc pas, pour nous, résistance de sortie est égale à RC. Pour ce qui est de la résistance d'entrée, nous avons dit que la résistance d'entrée était très faible. Eh bien, en effet, vu ici de l'émetteur, nous avons ARE en parallèle avec quoi? En parallèle avec la toute petite résistance R'. Nous pouvons donc estimer que la résistance d'entrée à l'émetteur, cette fois-ci, est environ égale à R', qui est la plus petite des deux. RE est beaucoup trop grosse pour être considérée dans notre calcul. R' étant typiquement très petit, quelques ohms, nous avons donc une très faible résistance d'entrée, ce qui permet à des circuits à très haute fréquence d'être envoyés comme signal d'entrée ici. Pour ce qui est de notre gain, considérons uniquement le gain en charge. Le gain en charge est donc, comme nous avons vu ultérieurement, du RC en parallèle avec RL divisé par R'. C'est donc la même formule que pour l'émetteur commun. RC en parallèle avec RL lorsqu'on est en charge divisé par R'. Pour résumer notre circuit base commune, le dernier des 4 types d'amplificateurs que nous voyons aujourd'hui, eh bien, il faut se rappeler que c'est un étage qui est un bon étage d'entrée, avec une résistance d'entrée faible, qui est donc intéressant pour les très hautes fréquences. La sortie est au collecteur, mais comme on entre directement à l'émetteur, la sortie ne sera pas inversée au collecteur et sera donc en phase avec notre signal. La base ici, d'où le nom base commune, la base est branchée à ma masse. Donc la base est au commun d'un point de vue AC. Nous avons une bonne amplification, mais un faible gain en courant pour ce type d'amplificateur, ce qui n'en fait donc pas un bon étage de sortie. Sa résistance de sortie est relativement élevée. C'est donc un étage qui doit être envoyé ensuite vers d'autres étages et éventuellement vers un étage de sortie, tel un collecteur commun, comme nous avons vu. Nous avons donc fait le tour de nos 4 types d'amplificateurs que vous devez être capable de reconnaître rapidement selon leur montage. Terminons avec un dernier élément important,
celui de plusieurs étages d'amplificateurs, un à la suite de l'autre. Si je regarde ici, vous devriez être capable de distinguer les deux encadrés, le premier étage et le second étage, qui sont tout simplement deux amplificateurs à émetteurs communs non stabilisés. Donc des amplificateurs qui promettent un bon gain en tension, pas nécessairement très stable, mais un bon gain en tension. Nous pouvons dire, vu du premier étage ici, la sortie du premier étage entre dans le second étage. Si je veux donc calculer le gain de ce premier étage à émetteur commun, on sait que c'est supposé être RC, donc la résistance qui est ici, en parallèle avec la charge. Tout ça divisé par R'. Mais quelle est la charge ici? Eh bien, la charge du premier étage est bel et bien la résistance d'entrée totale du deuxième étage. Le deuxième étage est donc la charge du premier étage, et ainsi de suite. Il est bien important de voir ce concept comme plusieurs étages s'additionnent un à la suite de l'autre. Chaque étage est la charge de l'étage qui le précède. Lorsque nous avons déterminé les gains, il faut se rappeler que le gain total est la multiplication des gains de chaque étage. Si nous avons un étage ici avec un gain de 10 et un second étage avec un gain de 5, je n'ai pas fait les calculs, ce n'est qu'un exemple, nous aurions une multiplication des deux pour un gain total de 50. C'est donc bien la multiplication des gains de chaque étage. Si vous prenez le temps de redessiner le circuit, si ça vous permet de visualiser, eh bien vous voyez ici en blanc, avec Q1, le premier étage d'amplification. La résistance de sortie est bien la R3, ici, la résistance RC. Mais quelle est la charge? Eh bien, la charge, c'est l'ensemble de la résistance d'entrée du deuxième étage, soit R5 en parallèle avec R6, en parallèle avec les résistances d'entrée de base ici de BCA fois R'. C'est ce qui nous donne l'étage d'entrée, l'impédance d'entrée du deuxième étage, qui se retrouve être la charge du premier étage. Vous voyez donc que les calculs peuvent se combiner un à la suite de l'autre, plus on combine d'étages. Gardez donc ces notions en tête pour être bien en mesure d'analyser la majorité des types d'amplificateurs que nous allons voir dans notre cours. Encore une fois, je vous conseille de poser vos questions, de partager vos questions et vos réponses avec vos camarades et surtout, de garder votre détermination. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt.